Parler de démocratie aujourd'hui est totalement absurde. Donc, la numérisation, la technologisation, l'intelligence artificielle et ainsi de suite ont toutes tellement progressé. Donc, les élections n'ont plus rien à voir avec la démocratie non plus. Les élections sont manipulées depuis environ 100 ans. Là, soit les puissants font appel aux médias, et les médias dirigent alors l'opinion de la majorité. Dans une démocratie, il ne reste que des gens qui ne comprennent rien à ce qui les entoure. Monsieur Wolf, je suis ravi de cette conversation et de votre présence aujourd'hui. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Monsieur Wolf, on entend partout que 2026 sera économiquement plus difficile que 2022 et 2025 réunis. Avant d'aborder les crises, apportez-nous d'abord un peu d'espoir. Qu'est-ce qui vous inspire confiance actuellement? Oh, il faut que j'y réfléchisse longtemps. En ce moment, je dois dire que j'ai rarement vécu un passage à la nouvelle année où les signes pour l'avenir semblaient être aussi mauvais qu'en ce moment. La seule chose qui me donne de l'espoir, c'est que j'ai un grand espoir que les gens s'opposent massivement à l'agenda prévu et qu'à un moment donné, nous atteindrons un point où des personnes qui sont restées silencieuses jusqu'à présent se lèveront et diront « ça ne peut pas continuer comme ça ». Monsieur Wolf, je me suis souvent demandé récemment dans quel monde vivons-nous? Quand les Américains bombardent le Venezuela, l'Occident garde le silence. Quand l'Ukraine viole le droit international, tout le monde joue les grands hommes d'État, épaule contre épaule. Je veux dire, bien sûr, les plus puissants ont toujours eu leurs propres règles dans le passé, mais j'ai l'impression que jamais l'hypocrisie n'a été aussi flagrante, aussi affichée, aussi assumée et vécue que ces 1, 2, 3 dernières années. Exactement, et cela a une raison très simple. Jamais autant de pouvoir n'a été concentré entre si peu de mains qu'à notre époque. Le pouvoir aux États-Unis n'est pas à la Maison-Blanche, mais à Wall Street et dans la Silicon Valley. Et ces grands, les Magnificent Seven, avec les grands gestionnaires d'actifs, BlackRock en tête, ils ont en ce moment plus de pouvoir qu'aucune force dans l'histoire de l'humanité, et ce sont eux qui poussent le président en avant. Je veux dire, Donald Trump est fondamentalement un personnage ridicule. C'est un homme qui est manipulé en coulisses. Il ne comprend absolument pas ce qu'il fait, mais il vise clairement à semer un chaos maximal dans le monde pour permettre à cette grande puissance d'instaurer la dictature numérique. C'est précisément l'objectif actuel, affiner et instaurer la dictature numérique totale. Si ces traités internationaux ne concernent que les États faibles et que les puissants font leurs lois, que reste-t-il de la démocratie? Nous ne sommes plus en démocratie. Nous vivons déjà depuis un certain temps dans un fascisme numérique, même s'il n'est pas encore totalement établi partout. Nous voyons cet agenda actuellement, mais parler de démocratie aujourd'hui est totalement absurde. La numérisation, la technologisation, l'intelligence artificielle, etc. ont toutes tellement progressé. La démocratie n'a plus de lien avec les élections manipulées depuis environ 100 ans. Là, soit les médias sont utilisés par les puissants et les médias dirigent ensuite l'opinion de la majorité. Donc, dans une démocratie, il n'y a plus que des gens qui ne comprennent rien à ce qui se passe autour d'eux. Je viens de lire, Monsieur Wolf, les dépenses militaires des Américains, tenez-vous bien, sont passées de 900 milliards à 1,5 billion. Que révèle cette augmentation massive sur le véritable agenda? Ce sont des chiffres incroyables qui circulent. Oui, le plus fou, c'est que cela a été annoncé par Donald Trump dans un post sur Truth Social, que les dépenses militaires américaines doivent maintenant être portées à 1,5 billion en 2027, et le fait que cela vienne justement de la plateforme sociale du président autoproclamé de la paix montre bien l'époque dans laquelle nous sommes arrivés. Nous vivons une période de folie politique. Les guerres rapportent, la paix non. Dans quelle mesure un réel intérêt pour une désescalade durable est-il réaliste face à ces chiffres? Les puissants n'ont actuellement aucun intérêt car ils profitent énormément des guerres. Ils se servent aussi de ces guerres pour renforcer la dictature numérique. Nous savons que l'instauration de la dictature numérique en Ukraine a progressé particulièrement rapidement en raison du fait qu'il y a une guerre là-bas. Même chose pour Israël et pour les prochains pays ciblés. Pour moi, le premier sera l'Iran.
En Iran, exactement le même scénario est en train de se dérouler en ce moment qu'en Ukraine ou en Syrie. Là-bas, il y a des manifestations à l'intérieur du pays qui sont généralement dirigées contre l'inflation. Des forces extérieures les exploitent, les attisent et imposent ainsi un changement de régime à la population. Je vous demande franchement, Monsieur Wolf, l'arrestation de Maduro au Venezuela était jugée très précise. Comparée à l'Irak et la Libye, où des millions de civils ont été tués, Donald Trump a ainsi réussi un coup de maître. Certainement pas, donc. Premièrement, je n'en crois plus un mot parce qu'aujourd'hui, les médias peuvent cacher tout ce qui ne plaît pas aux puissants. Nous l'avons vu dès le début avec la guerre au Mali. La guerre au Mali a été la première guerre dont il n'y avait plus d'image. La haute hiérarchie militaire vénézuélienne aurait été éliminée, avec des victimes civiles également, mais nous n'en avons rien entendu. Je ne suis pas certain que M. Maduro soit vraiment le principal adversaire là-bas, parce que je m'étonne des images de M. Maduro, qui manifestement n'a opposé aucune résistance lors de son arrestation. Sinon, il n'aurait pas l'air comme il apparaît sur ces images. Il se peut bien sûr qu'il y ait eu un accord en coulisses et qu'on ait promis à M. Maduro de finir sa vie ailleurs, sous un autre nom, dans une villa de luxe, car il n'est pas non plus irréprochable. Sous son règne, 8 millions de personnes ont fui le pays. Bien qu'il se dise socialiste, il a permis à des corrompus de s'enrichir. N'oublions pas que le Venezuela compte parmi les pays les plus riches en ressources naturelles. Vous venez de soulever un point très intéressant, c'est exactement ce que j'ai pensé aussi. Il a traversé les catacombes et disait à tout le monde « Oui, bonne année à vous ». Et il avait l'air totalement heureux. Je peux très bien imaginer qu'il finira probablement quelque part en exil et qu'il passera sans doute toute sa vie là-bas, dans une belle villa. Il ne sera pas seul. Et quand on regarde ici les politiciens et que Friedrich Merz se défile encore une fois, et honnêtement, j'ai l'impression nous sommes gouvernés par des politiciens sans colonne vertébrale qui se positionnent pour un conflit contre un autre en Ukraine, et sinon ils suivent simplement à la lettre le jeu des Américains. Oui, mais c'est ainsi car l'Allemagne est devenue dépendante des États-Unis à cause du plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale. Et tous les chanceliers allemands, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ont toujours été dépendants à 100% des États-Unis. Donc, un chancelier allemand qui s'opposerait aux États-Unis serait très rapidement écarté. Vous avez dit au début que vous regardiez cette année avec un certain pessimisme. Qu'est-ce qui nous attend concrètement? Parlons-nous d'une récession normale? Parlons-nous d'une véritable rupture du système? Parlons-nous d'une troisième guerre mondiale qui serait imminente? Je n'exclus plus la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes peut-être déjà au début, donc je suis certain que dans les prochains jours, il y aura la guerre contre l'Iran et un changement de régime. Le fils du sanguinaire Shah de Perse est actuellement préparé comme successeur de M. Khomeini. Reza Pahlavi Jr. multiplie les apparitions médiatiques aux États-Unis et récemment dans le journal Bild en Allemagne. Apparemment, les Iraniens désirent ardemment cet homme, après l'avoir chassé du pays avec son père en 1979. Mais je pense donc qu'une troisième guerre mondiale est tout à fait possible. Je n'exclurai plus non plus qu'elle puisse concerner l'Europe de l'Ouest, car nos politiciens sont complètement hors de contrôle. Nous constatons cette course à l'armement partout, mais faisons aussi face à d'autres problèmes ignorés actuellement. Tout d'abord, l'introduction d'une nouvelle monnaie est imminente. Les MNBC sont fortement encouragés, notamment via le développement continu des crypto-monnaies. L'essor de l'intelligence artificielle entraîne les premiers reculs sur le marché du travail, comme le montrent les derniers chiffres des États-Unis. Aux États-Unis, les chiffres de l'emploi, donc les chiffres du marché du travail, sont en forte baisse, alors qu'en même temps, la croissance du produit intérieur brut au quatrième trimestre aurait soi-disant été de 5%. Ce serait donc un mouvement incroyablement opposé et cela montrerait que l'intelligence artificielle frappe vraiment fort en ce moment. Je pense que cela arrivera aussi partout dans le monde. Je m'attends donc à plusieurs millions, voire 10 à 100 millions dans les 3 à 5 prochaines années, des millions de chômeurs dans le monde entier. Monsieur Wolf, concrètement, à quoi doivent s'attendre les Allemands? Si vous parlez de plusieurs millions de chômeurs dans le monde, il y aura probablement aussi 5, 6, 7, 8, 9, 10 millions de chômeurs en Allemagne. Nous devons nous préparer en Allemagne à des conditions comparables à la fin de la République de Weimar.
Parce qu'avec l'intelligence artificielle, par exemple, tous les emplois administratifs deviendront superflus. En Allemagne, 5 millions de personnes travaillant dans l'administration, dont la moitié à temps plein et l'autre à temps partiel. Je doute que ces emplois subsistent 5 ans. Des emplois médicaux, juridiques ou manuels comme maçon peuvent être remplacés par l'intelligence artificielle ou des robots humanoïdes. Et là, les progrès avancent vraiment à une vitesse fulgurante en arrière-plan. La Chine va bientôt livrer les robots humanoïdes, la première grande génération de ceux-ci. Beaucoup, y compris de petites entreprises, placent de grands espoirs là-dessus pour licencier leurs derniers employés et tenter quelque chose de nouveau. Je n'arrive même pas à imaginer à quoi ressemblera le monde dans 2 ou 3 ans, mais ce ne sera pas un progrès très agréable, surtout pas pour le marché du travail. Et si le marché du travail s'effondre, je pense que les gouvernements viendront alors et diront « Nous allons tous vous aider. Nous instaurerons le revenu de base universel, mais il sera uniquement versé en MNBC, la monnaie numérique de banque centrale. » Selon moi, c'est ce qui nous attend. Vous avez souvent alerté sur l'euro numérique qui n'est finalement pas encore en place ou a été reporté. Quelle est votre analyse aujourd'hui? Ce n'est pas tout à fait exact. L'euro numérique est testé en arrière-plan sous forme de paiement de gros. Entre la BCE et les grands acteurs du marché financier comme les fonds spéculatifs, compagnies d'assurance et fonds de pension, etc., il est effectivement en train d'être testé en ce moment. Dans la vie quotidienne, il n'est pas encore arrivé. C'est parce qu'ils craignent qu'il y ait trop de résistance contre cela. Nous avons eu ce test au Nigeria qui a échoué. Nous avions auparavant d'autres tests dans les Caraïbes et aux Bahamas. Tout cela a également échoué. Et c'est pourquoi les puissants sont aussi un peu dos au mur en ce moment. Ils ne savent pas non plus exactement à quoi s'attendre. Aujourd'hui, nous connaissons des avancées technologiques inédites, mais aussi des gouvernements sous pression. Donc tout cela ressemble vraiment à une poudrière qui peut exploser à tout moment et qui a déjà explosé à certains endroits. J'ai lu récemment, Monsieur Wolf, que les lunettes Meta sont en rupture aux États-Unis avec des délais d'attente jusqu'à 2 ans. La commodité est-elle aujourd'hui, Monsieur Wolf, le principal levier pour rendre les grands changements technologiques socialement acceptables? C'est un levier. Le fait que les lunettes Meta soient longtemps épuisées aux États-Unis reflète clairement une décision en coulisses. Dans les années à venir, nous devrions abandonner le téléphone portable et uniquement utiliser un casque de réalité virtuelle. Et à ce moment-là, on atteindrait évidemment le point où l'on pourrait probablement briser à 100% la résistance de la population si nous ne faisons plus la différence entre la réalité et la réalité virtuelle. D'ailleurs, le terme « réalité virtuelle » est une contradiction en soi. Si nous ne pouvons plus distinguer entre ces deux mondes, alors nous sommes manipulables et contrôlables et nous ne pouvons plus nous défendre contre ce qui se passe autour de nous. Cela concerne tout particulièrement la jeune génération. C'est pourquoi je ne peux que donner un conseil très urgent à tous les parents et grands-parents. Ne mettez en aucun cas ces lunettes à la disposition de vos enfants ou de vos petits-enfants. Prévenez surtout vos enfants et petits-enfants et gardez-les éloignés de cela. Dans la Silicon Valley, Monsieur Wolf, selon la règle Tecmo, les enfants ne vont pas dans des écoles IA numérisées, mais dans de vraies écoles, forêts ou écoles Montessori, là où l'on réalise vraiment des expériences simples soi-même. Et de l'autre côté, il y a ces 96-97% qui probablement seront fortement influencés par ces lunettes du métavers. Là, je pense qu'il y aura encore quelque chose. Le bon grain sera séparé de l'ivraie, aussi idiot que cela paraisse. J'espère qu'une partie de la population, pas encore abrutie par le numérique, réagira et s'opposera à cette situation. Il existe aussi quelques approches positives. Par exemple, ma petite fille fréquente une école où parents et enseignants ont clairement décidé que les enfants n'auront pas de téléphone portable avant 11 ans. Et je trouve vraiment que c'est une décision tout à fait raisonnable qui permet à ces enfants de grandir normalement et de ne pas être abrutis numériquement dès le départ. Je suis au Maroc et j'ai récemment lu sur la panne de courant à Berlin-Lichterfelde. J'ai été interpellé de différents côtés à ce sujet. On m'a demandé ce qui se passe chez nous en Allemagne, ce qui s'est exactement passé là-bas. Je n'arrive vraiment pas à imaginer que l'électricité ait pu être coupée aussi longtemps en Allemagne, prétendument par un groupe d'extrême gauche quelconque, puisse être coupée. Oui, ce qui est intéressant, c'est que même à Kiev, lorsqu'il y a des coupures de courant à cause des attaques russes, le rétablissement de l'électricité prend généralement 24 à 48 heures. À Berlin, cela a pris plus de 120 heures.
soit plus de 5 jours. Je pense que tout cela n'est pas arrivé par hasard. Je pense qu'il voulait faire un test pour voir ce qui se passe dans une grande ville lorsque l'électricité est complètement coupée. Je m'attends à ce que ces coupures de courant deviennent plus fréquentes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les extrémistes de gauche ont été immédiatement accusés. Je pense que ce n'est pas non plus un hasard, parce que cela ravive bien sûr à nouveau ce combat entre la droite et la gauche. Et les gens se battent entre eux et ne voient pas les véritables causes du mal en arrière-plan. Vous avez brièvement évoqué lors de notre entretien préalable qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus grand ou qu'un agenda plus vaste se mette en place en arrière-plan. En somme, testé ici, un futur événement Black Swan. On a aussi entendu dire qu'une panne de courant de plusieurs jours dans de grandes villes pourrait être planifiée. Vous le croyez vraiment? Une grande manœuvre se déroule actuellement en coulisses. Une vaste manœuvre se prépare en coulisses pour une guerre contre l'Iran. L'espace aérien a aussi été fermé en Grèce. Ce n'était pas un hasard car au même moment, les Américains ont déplacé d'importantes quantités d'armes et de troupes vers le Moyen-Orient. Nous voyons aussi que la guerre civile en Iran est attisée par des agents de la CIA. D'ailleurs, cela a été déclaré ouvertement entre-temps. Monsieur Mike Pompeo, l'un des principaux hommes politiques et militaires américains. Mike Pompeo a en effet déclaré il y a quelques jours sur l'une des plateformes sociales qu'il souhaite tout le meilleur aux Iraniens. Et lors des manifestations, il souhaite également tout le meilleur à tous les agents de la CIA qui les soutiennent pendant leurs manifestations. Il l'a sûrement dit en plaisantant, mais il y a beaucoup de vrai. Donc, ce que nous vivons là, c'est la même chose que ce que nous avons vécu en Ukraine avant le Maïdan. Et je pense que la guerre est vraiment imminente. Monsieur Trump a déjà annoncé qu'il pourrait bientôt agir contre le Mexique et la Colombie. Il avait déjà Panama dans son viseur, le Groenland aussi, donc le monde est actuellement un foyer d'incendie comme jamais auparavant, et cela sous la direction de l'Occident par un président qui se déclare président de la paix. Donc, à une époque folle, on ne peut vivre qu'au présent. Maduro a qualifié Netanyahou de Hitler du XXIe siècle lors d'une interview. Il n'est plus au pouvoir. L'Iran s'est également exprimé de manière critique contre Israël dans le passé. Irez-vous jusqu'à dire que tout État qui se positionne actuellement contre Israël se retrouve sur la liste rouge des Américains? Cela concerne aussi bien les États que les individus. Je me souviens que Charlie Kirk, dont je ne pense pas grand-chose parce qu'il a soutenu Donald Trump, a lui aussi exprimé des critiques envers Israël. Tucker Carlson critique Israël et depuis, il est largement évité et restreint sur les réseaux sociaux. Il existe aussi ces cas, c'est une tendance actuelle dans toute la société. La bombe atomique, Monsieur Wolf, est-elle le seul rempart contre les ingérences extérieures? Jamais au grand jamais, jamais au grand jamais, celui qui mise sur la bombe atomique, celui qui mise sur la violence, ne fera qu'alimenter toujours plus la spirale de la violence. Un gouvernement qui prend ses citoyens au sérieux et souhaite les servir serait pacifiste. Qui dit donc, nous participons à toute cette folie. Notre défense repose sur une solidarité si forte entre notre peuple qu'aucun autre ne pourra nous vaincre, même en cas d'invasion militaire. Si cette population ne coopère pas, elle n'acceptera pas simplement l'oppression, mais pour cela, il faudrait donc avoir une population solidaire. Actuellement, aucun gouvernement ne défend les intérêts du peuple, seuls ceux des puissants et des grands sont représentés. Pour conclure, 3 recommandations concrètes pour apporter clarté et espoir dans ce monde agité et fragmenté. Donc là, je peux dire que je conseillerais à chacun, en ces temps, de se préparer au pire. Il faut rester ouvert au meilleur, mais se préparer au pire. Avoir des réserves alimentaires et réfléchir à son lieu de vie est essentiel. En fait, si l'on voit maintenant, par exemple, que les préparatifs de guerre continuent d'avancer et qu'il devait vraiment arriver que l'Allemagne soit impliquée dans une guerre, alors il faudrait réfléchir à l'endroit où l'on vit. Si l'on habite près de centres énergétiques, près de stations de traitement de l'eau, près de bases militaires. Dans ce cas, on n'est pas en sécurité. On n'est en sécurité que si l'on vit quelque part à la campagne, là où il n'est pas intéressant pour des puissances extérieures d'intervenir. Donc ce serait la première chose. La deuxième, je dirais, nous vivons actuellement de telles turbulences dans le système financier que nous devons supposer que l'inflation continuera à progresser fortement l'année prochaine. Donc, je recommanderais à chacun de garder une certaine somme d'argent liquide chez soi. En cas de ruée sur les banques ou d'un grand krach bancaire, il n'y aura plus d'argent liquide disponible aux distributeurs automatiques. Nous l'avons d'ailleurs vu ici à Berlin lors de la panne de courant.
La panne a également touché les magasins de Zevendorf et de Lichterfelde. Les gens ont dû réutiliser leur argent liquide, ne pouvant payer par carte ou iPhone. Il faut donc s'y préparer. Pour ceux ayant plus de moyens, j'ai déjà conseillé d'investir dans les métaux précieux ou valeurs réelles. Et sinon, je dois dire que le plus important, c'est simplement de suivre l'évolution de près pour savoir d'où viennent les plus grands dangers. Et puis, il est bien sûr aussi important de ne pas se laisser complètement rendre fou par toute cette évolution terrible. Donc, le plus important, c'est de prendre certaines pauses, de s'occuper aussi de la famille, des enfants, parce que pour moi, c'est quelque chose de vraiment, vraiment essentiel. Les enfants sentent quand les parents sont inquiets, et en ce moment, beaucoup le sont, même si les enfants ne comprennent pas tout. Et il faut donc prendre particulièrement soin du bien-être de ces enfants. Parce que si cela continue ainsi et que les enfants sont toujours confrontés à de telles questions auxquelles ils n'ont pas de réponse, alors cela deviendra une génération qui ne sera plus capable non plus. Avoir une vue d'ensemble et redresser la barre sont, selon moi, les conseils clés pour la période à venir. Vous avez très bien résumé avec les enfants. Ils perçoivent instantanément tout changement d'humeur chez leurs parents. Et si les parents se promènent avec un système nerveux surstimulé, les enfants vont le reproduire exactement de la même manière. C'est un excellent appel aux parents à ralentir, moins s'informer et être plus détendus à la maison. Et oui, il faut aussi être conscient de sa responsabilité car au final, on transmet toute cette énergie directement aux enfants. Et Monsieur Wolf, vous avez aussi été l'un des premiers ici sur la chaîne à mettre en avant l'argent à une époque où le prix de l'argent était encore bien plus bas. Et je pense que ceux qui ont suivi votre conseil à l'époque ont finalement doublé leur argent et je crois ont réalisé 130-140% de gains au cours des derniers mois. Je ne peux que les féliciter. Je peux seulement dire, aujourd'hui à Caracas, le bolivar vénézuélien n'est plus échangé dans les rues. Là-bas, on paye en dollars américains ou en argent, simplement. Monsieur Wolf, merci à vous et à votre famille. Je vous souhaite le meilleur. À la prochaine fois. Merci.